sont au travail. 39 ministres autour de Emmanuel Macron et Michel Barnier. Et un mot d'ordre, de la clarté, ça c'est une évidence, et de l'ordre. Ça, c'est Bruno Retailleau qui l'a dit. Écoutez-le. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. Je crois à l'ordre comme la condition de la fraternité, comme une possibilité de la concorde civile. Voilà pour Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur. André Valigny, je me tourne vers vous. Vous avez exercé des responsabilités ministérielles. Quand je disais les Français voient bien que les ministres changent, mais les problèmes restent, qu'il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent, eux, les Français. C'est indéniable. Moi, je pense aux parents de cette petite jeune fille. Oui. Ils disent, écoutez-les parler d'autorité. Rien ne change sur le terrain. On va voir, on va juger aux actes, parce que depuis au moins 12 ans, puisque c'est depuis 12 ans que la droite était écartée du pouvoir, depuis 12 ans, la droite dit qu'il faut un choc d'autorité, il faut rétablir l'ordre. Avec la gauche et les socialistes, François Hollande, ça n'allait pas. Avec Macron, ça n'allait pas non plus. Là, ils sont aux manettes. Retailleau, qui est un des plus durs à droite sur ces questions de sécurité, est à l'intérieur, et à l'intérieur de la machine gouvernementale. Donc voilà, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont modifier des lois? Est-ce qu'il va essayer de contourner le Parlement pour agir par voie réglementaire? On va voir. Mais sur le décalage, Éric Revel, encore une fois, les Français voient que ça ne change pas, en fait, que rien ne se passe. Oui. Combien de temps on va continuer comme ça? Tant que les politiques ne seront pas efficaces. Mais André Valigny a raison, c'est plus facile d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, c'est plus facile d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais personne ne les force non plus. S'ils y vont, c'est qu'ils ont des solutions. Laurence, juste quand même, parce que Éric Revel, allez-y. Voir une chose. Évidemment qu'on vit dans une insécurité très forte. Mais est-ce que, pour les plus anciens, vous vous souvenez de la star du journal de 20h de TF1 de l'époque qui s'appelait Roger Giquel? Absolument. Roger Giquel avait ouvert son journal le 18 février 1976, après l'abominable assassinat d'un enfant, Philippe Bertrand, par Patrick Henry. La France a peur. Voilà. Il avait prononcé cette phrase. Il avait même publié un livre qui avait connu un certain succès aux éditions France Empire, si ma mémoire est bonne, qui s'appelait La violence et la peur. Okay. Donc rien n'a changé, c'est ce que je vous dis. Vous savez, ça rejoint la phrase de Pompidou. En fait, on ne fait qu'assujettir les Français avec des contraintes sans des résultats probants. Moi, je ne suis pas un homme politique. André Valigny représente la classe politique sur ce plateau. Qu'est-ce qui fait qu'on a des grandes idées, des grandes convictions, monsieur Valigny, quand on est dans l'opposition à l'extérieur, et puis quand on arrive au pouvoir, on ne fait pas grand-chose? On se heurte à l'inertie de la machine, j'imagine. Monsieur Valigny, et ensuite Catherine Ney. L'inertie de la machine, ça dépend aussi des lois qu'on fait voter. Et je le répète, ils ont des lois en préparation, ils ont travaillé sur ces sujets, au Sénat notamment, avec Bruno Retailleau. On va voir quelles lois ils vont essayer de faire voter pour durcir la législation en matière pénale. Et on verra si le durcissement de la législation suffit à faire reculer la violence. Parce qu'on peut faire des lois toujours plus sévères si la violence est enracinée dans la mentalité collective, si les enfants ne sont plus éduqués à respecter l'ordre, l'autorité, la hiérarchie. La délinquance ne cessera pas comme ça du jour au lendemain parce que des lois auraient été votées. Catherine Ney, de l'ordre. Beau programme. Mais c'est un discours où il met sa flamme et sa conviction. Mais quand on dit la droite est de retour, faut quand même mesurer. La droite est de retour, c'est pas une cohabitation avec la gauche qui a été battue et la droite qui est arrivée. Il y a quelques ministres de droite qui portent qui sont Bruno Retailleau, le Premier ministre. On va voir déjà comment vont réagir les autres ministres, le parti de Gabriel Attal, qui ne manquera pas de mettre peut-être des bornes à leur ambition. Et puis, vous savez, quand on fait une loi, par exemple, sur l'immigration, il faut compter avec le Conseil constitutionnel, avec le Conseil d'État, qui sont des freins. Et ça fait des années que, combien de fois, sur des mesures d'ordre, c'est vrai qu'il y a une notion qui est de la droite, mais qui est un mot qui n'est jamais employé à gauche, l'ordre, jamais. Par Ségolène Royal, l'ordre juste. L'ordre juste, oui, bien sûr, mais c'était pas à ce niveau-là, c'était plutôt l'ordre juste au niveau social. Mais donc, sur l'ordre
je veux dire, c'est pas un langage, c'est un langage de droite, mais on va voir après avec quelles mesures et comment, sans majorité, il va pouvoir faire de grandes lois pour. Alors, je crois qu'on peut, sur des mesures certaines, sans faire de bruit, régler beaucoup de choses. Paraît-il. Alors, je pense qu'il va les lister. Les lister, et on va voir s'il peut prendre des décisions. Des circulaires, par exemple. Son intention, c'est sa philosophie. Après, on va écouter Gérald Darmanin, parce qu'il a dit des choses intéressantes. Joseph Massescaron, vous voulez ajouter quelque chose? Ou on écoute tout de suite M. Darmanin, comme vous voulez? On va écouter Gérald Darmanin, puis ensuite, après, je reprends. Ah oui, mais on va partir sur un autre sujet. Alors non, alors tout de suite, non, je préfère. Je reprends mon ticket je préfère dans la- parce que dans la file. je prends mon ticket parce que je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Catherine Ney. C'est-à-dire que il faut arrêter avec la droite et de retour, ou au secours la droite. Il faut arrêter. Alors je sais bien que tout le monde embraye là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, moi ce qui me frappe par rapport, comme ancien journaliste politique, très souvent quand il y a un gouvernement, on regarde un peu le parcours professionnel des gens, mais là c'est pas ce que les personnes regardent, les observateurs. Hein. Ils demandent pas la carte d'identité, ils demandent la carte identitaire des ministres. C'est plus du tout la même chose. Ah, bien sûr. Et ça, c'est une première. C'est vraiment une première. À mon sens, c'est une première. C'est-à-dire que Michel Barnier a été sommé de s'exprimer sur les orientations sociétales de la... Pardonnez-moi, mais c'est le pâté d'Alouette. D'accord, il y a M. Retailleau, mais c'est vraiment le pâté d'Alouette. Ça compte bien Radio Alouette avec la Vendée. Mais sérieusement, à part M. Retailleau, on voit le nombre de personnes qui, à gauche, disent, notamment M. Olivier Faure... C'est le gouvernement le plus à droite de la 5e. Le gouvernement le plus à droite Il de n'a la pas 5e. de mémoire historique. Bon, oui, on se rappelle quand même des gouvernements... Pasqua Pandro. Des gouvernements Pierre Messmer, avec Raymond Marcellin et Michel Debré. C'était pas vraiment le progressisme en marche. Hein. Oui. Mais très bien d'ailleurs, mais c'est pas vraiment le progressisme en marche. Mais c'était l'ordre. Bon. Voilà. Donc, quand on nous dit au secours, la droite revient... Au secours, la droite revient. C'est exactement... Mais attendez, mais le problème, c'est que ce qui est dit là, c'est comme le fait d'avoir dit, il y a quelques mois, juste après les législatives, la gauche a gagné les élections. C'est-à-dire ce type de mensonge va s'enraciner dans le pays. Donc, attention. Oui. André Vallini, je vous ai vu beaucoup réagir pendant que Joseph parlait. La droite est de retour au secours. La droite est quand même au ministère de l'Intérieur avec M. Retailleau. La gauche est à la justice. Avec le maire de Valence. M. Migaud n'est pas de gauche. Didier Migaud a quitté le PS il y a 14 ans, en 2010. Il a été proposé par Nicolas Sarkozy à la Cour des comptes. Et depuis 14 ans, Migaud ne fait plus de politique. Alors c'est quelqu'un qui est sûrement qui se fera très vite à sa nouvelle fonction. Mais sur le plan judiciaire, Didier Migaud n'a jamais rien dit de particulièrement marquant. C'est un domaine qu'il découvre. Il est intelligent et travailleur. Il va très vite se faire à sa fonction. Mais je ne sais pas comment il va se positionner par rapport à M. Retailleau. Enfin, c'est lui qui a voulu prendre ce ministère. On lui avait proposé les comptes publics et il a voulu prendre le ministère de la Justice. On va voir s'il commence avec Bruno Retailleau, quels vont être les rapports. En tous les cas, c'était quelqu'un qui, à la tête de la haute autorité de la transparence, avait mérité le surnom de Savonarole et qui faisait que la dureté et le pointillisme des amendes, des mises en cause, des gens qui voulaient faire de la politique a fait qu'aujourd'hui, plus personne... merci François Hollande. Plus personne aujourd'hui ne veut faire de la politique. Ne veut faire de la politique, dire je pourrais me dévouer pour un gouvernement pendant 3 mois, quitter le bla. Eh bien, ils savent qu'à la sortie du ministère, pendant 3 ans, ils ne peuvent plus prendre un poste qui est en rapport avec leurs compétences. Et même, vous savez, c'était lui qui avait imaginé, ça n'a pas été suivi, que pour être sûr que vraiment il n'y ait pas de bénéfices indus, eh bien, les ministres qui sortiraient du gouvernement soient payés pendant 3 ans à ne rien faire en attendant que... il ne manquerait plus que ça, ils sont 39 là. Ils sont 39, l'addition va être salée. Juste un petit cas juridique. Eric, et après on écoute M. Darmanin et je passe la parole à Noémie. Il était le président de la Haute Autorité pour la Transparence. Il va se juger. C'est-à-dire que lui-même, il a envoyé sa fiche en disant il n'y a rien à signaler avant d'être embauché comme ministre. C'est Lucullus dans ces cas-là. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ministres qui l'aiment pas du tout. Non, mais parce qu'ils se sont fait redresser. Mais sur ma question. Et à chaque fois, ils disaient il y a Didier Migaud qui m'a relancé, qui m'a demandé des compléments de l'ancienne documents. administration qui va contrôler évidemment. La vérité, c'est que Michel Barnier a demandé à plusieurs élus de droite s'ils voulaient prendre la justice. Personne ne voulait. Ah bon. Mais il est numéro 2 dans l'ordre protocolaire quand même, M. Migaud. C'est comme Bercy, personne ne voulait du bilan assumé. Ben oui. Bon.
Oui. André, je vous ai vu lever la main. Non, sur Migaud, il va se déporter, il ne va pas juger lui-même son patrimoine et la conformité de sa déclaration. Enfin, c'est Et qui va les juger alors il va pas en toute transparence. Il va pas lui-même se contrôler. Écoutez, on verra. Il n'est plus à la tête de l'âge. Noémie là-dessus. Attendez, Noémie Adioua. Il a le droit de faire autre chose quand même. Je voudrais juste passer la parole à Noémie Adioua. De la gauche, vous avez cité les paroles d'Olivier Faure. Il y a eu aussi Lucie Castet qui ont présenté ce gouvernement comme le gouvernement le plus à droite, le plus réactionnaire de l'histoire. Tout ça parce qu'il y a quelques conservateurs. Et il y a une sorte de critique du conservatisme absolu qui ne permet pas qu'il y ait quelques ministres conservateurs au sein d'un gouvernement, comme si c'était impossible. Alors que les plus grands progressistes de la Terre, qui sont à l'avant-poste de toutes les grandes avancées progressistes, ça ne pose aucun problème. Et lorsqu'il y a quelques conservateurs, et notamment Bruno Retailleau, parce qu'il a été proche de Philippe de Villiers, parce qu'il s'est opposé au mariage pour tous, etc., eh bien aujourd'hui, on considère qu'il n'a pas sa place dans ce gouvernement et que ce gouvernement est réactionnaire. Et c'est, je trouve... C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on demande maintenant aux ministres non pas une carte d'identité, mais une carte identitaire. C'est ça. Il y a une injonction à dire ce que vous pensez des grands sujets c'est très sociétaux. important d'avoir des ministres identitaires. Parce que ça permet de parler à des gens. Non mais attendez, petite pause. Il y a surtout beaucoup de ministres sans aucune identité, sans saveur, sans odeur. Non mais personne ne les connaissait avant. Comme les petits pois dans une boîte de conserve. Si on est démocrate, on considère qu'ils représentent aussi une sensibilité dans notre pays. Non mais au moins Retailleau, il parle à des gens. Allez, petite pause. Vous voyez, la musique ressentie pour m'aider. Petite pause. On reviendra sur des déclarations de Gérald Darmanin qui ont surpris tout à l'heure lorsqu'il a quitté la place Beauvau. Il a dit: si je m'étais appelé Moussa Darmanin, c'est son deuxième prénom, je n'aurais pas été élu. On va en débattre dans un instant dans Punchline. À tout de suite. Il y en a... 18h19, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il y a eu beaucoup de réactions après les déclarations de M. Darmanin, Gérald Darmanin, qui a quitté ce matin le ministère de l'Intérieur. Il a, dans ses adieux qu'il a fait à la fois au personnel de la place Beauvau et aux policiers et gendarmes, évoqué le fait qu'il porte un deuxième prénom, Moussa. Écoutez ce qu'il a dit. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Voilà pour ces déclarations de Gérald Darmanin qui ont fait réagir notamment Jordan Bardella. Il dit: il serait intéressant que Gérald Darmanin explicite ses propos. Qui considère-t-il comme racistes? Les habitants de Tourcoing, les membres de l'institution policière, les Français en général? Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et qui donne leur chance à tous ceux qui la respectent. Catherine, vous comprenez ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin en disant: si je m'étais appelé Moussa, je n'aurais jamais été élu? Mais écoutez, moi je crois que c'est un homme qui quitte le ministère, qui en a gros sur le cœur, qui a aimé son job, bien qu'il ait voulu le quitter parce qu'il était fatigué au milieu de l'année, on peut d'ailleurs le comprendre. Parce que la vie plus de 4 ans et demi passés à Beauvau. C'est très 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 lourd. D'ailleurs, je crois qu'il a été un des artisans de la dissolution parce qu'il a été un de ceux qui a inoculé le virus dans la tête du président, lui disant qu'on pourrait faire une élection, et peut-être même en juin. Bon, donc, et là, il s'en va, il revient sur son parcours. Il a toujours dit qu'il était un fils de femme de ménage, il a toujours dit que son père était ouvrier, il a toujours parlé de ses ascendances, il ne les a pas cachées. Même il s'en vantait. Bien sûr. Donc, Nicolas Sarkozy avait dit: je suis un Français de sang mêlé. Voilà, d'accord. Okay. Mais lui, voilà. Et en plus, moi, je ne vois pas, ou dans une région comme Tourcoing, où il y a une grande population mixte et avec beaucoup de gens qui viennent de Français du Maghreb, moi, je pense que ce n'était pas du tout quelque chose qui pouvait, si c'était présenté, disons, allez, à Neuilly. Bon, ça aurait peut-être, mais même pas. Mais même pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui prend aujourd'hui, parce que toute cette origine qu'il n'a jamais cachée, qu'il mettait au contraire comme un étendard pour sa fierté. Ça ne l'a sans doute jamais empêché d'être élu. André Baligny, ça vous surprend ou pas, ce qu'il dit, l'ancien ministre de l'Intérieur? Ça me surprend qu'il y revienne toujours. Qu'il l'ait dit une fois au début, c'était bien.
mais il en fait une espèce de gimmick là. Je pense qu'il y a toujours de la discrimination en France à l'embauche dans le secteur privé, et il faut lutter contre ça. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un secrétaire d'État qui est chargé de ça. Donc il faut vraiment lutter contre la discrimination qui frappe les populations d'origine étrangère. Mais en politique, ça n'est plus vrai depuis longtemps déjà. Ouais. Je vous rappelle que Mitterrand avait nommé Kofi Niamnian ministre après qu'il ait été élu député. Il est d'origine togolaise, élu dans le Finistère. Il y a eu Najat Vallaud-Belkacem, il y en a Rachida Dati, il y en a beaucoup. Donc je pense qu'il devrait arrêter de rappeler toujours ça. Louis Dragnel ? Je suis assez d'accord avec André Valigny. En fait, Gérald Darmanin a même plein de choses qu'il peut valoriser dans ce qu'il a fait. Il a toujours soutenu les policiers. Enfin, il y avait énormément de choses. Et je ne comprends pas une forme d'obsession. Dès qu'il est dans une situation un peu compliquée, il a besoin de ressortir ses origines modestes, simples. Et du coup, il en fait, c'est un peu ce que disait Catherine, il en fait un étendard. Là où je trouve ça particulièrement maladroit, c'est que si vous regardez bien l'image, et je la décris pour les auditeurs d'Europe 1, c'est qu'on voit donc Gérald Darmanin qui est sur le perron de l'hôtel de Beauvau, ministère de l'Intérieur. Et derrière lui, donc il y a Bruno Retailleau, il y a Nicolas Daragon, et puis il y a Othman Nasrou, le nouveau secrétaire d'État qui est en charge de la citoyenneté. Je trouve ça très maladroit à l'endroit aussi d'Othman Nasrou, qui lui est d'origine marocaine, puisqu'on est obligé de rentrer dans la description des origines des gens. Mais je trouve que je comprends que Jordan Bardella, aussi de l'autre côté, ait pu être choqué et qu'on soit servi comme argument politique. Je trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez, Gérald Darmanin, cette histoire, elle est manifestement derrière lui. Dernier mot là-dessus, Catherine et Joseph. Juste un mot, moi je crois que c'est un moment, les passations de pouvoir, c'est douloureux pour ceux qui partent, parce que voilà. Et donc, eh bien, il a envie d'un peu miauler sur lui-même, et voilà, et il rappelle que, voilà, qu'il était... Joseph, vous voulez faire un apport décisif ? Le problème de Gérald Darmanin, c'est que en disant ça, évidemment, on se souvient de l'élection municipale de Tourcoing. L'élection municipale de Tourcoing, il affrontait une gauche qui était une gauche laïque, je rappelle. Alors que lui, il allait chercher les voix de la communauté musulmane. Monsieur Iqiyoussen, qui est un frériste, d'accord, il était bien content de le retrouver dans des réunions privées pour justement solliciter. Il l'a fait expulser. Non, mais attendez, oui, mais peut-être. Mais là, n'exagérez pas, Joseph. Mais oui, il a bien fait. Il a bien fait. Non, mais il a bien fait. Mais à cette époque, pardonnez-moi, c'est bon quand même de rappeler, il trouvait quand même des vertus. Donc, tout d'un coup, ce point de vue paraît bizarre. Qu'en pensent les Français ? Moi, c'est la vraie question que je me pose. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces nominations ? 39 ministres. Au moment où on leur dit, Catherine, il va falloir vous serrer la ceinture, on va couper dans les dépenses publiques, on ne sait pas lesquelles, ça, on est bien d'accord. Les impôts vont augmenter. 39 ministres. Qu'en pensent les Français ? Ils ont répondu à Jean-Michel Decaze à Nantes. Écoutez leur réaction. Qui fasse des choses sur notre pouvoir d'achat. Là, je vais à l'école, je suis étudiant et c'est compliqué de se loger, c'est compliqué de tous les loisirs, de manger, tout ça. Éviter les augmentations d'impôts pour les petits salaires, plutôt taxer les gros salaires. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Les priorités pour moi c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour que on ait un peu moins la corde serrée autour du cou à la fin du mois. Et puis je pense qu'il faut remettre aussi du budget là où à la racine, c'est-à-dire au niveau de l'éducation ou même de la sécurité. C'est la sécurité, on ne peut plus sortir, on a peur, il y en a marre quoi. Les villes appartiennent à des voleurs, à des gens comme ça. Et nous, on n'a plus le droit de sortir. Beaucoup de femmes ne sortent plus le soir. Je sors 2 fois par mois, la peur au ventre, parfois en attendant l'autobus, quoi. C'est la barbe. Pour ces habitants de Nantes, avec Revel qui disait, ou Catherine... Oui, mais c'est pas qu'il y ait 39 ministres, parce que d'abord, Jacques Chirac, il y en avait alors le gouvernement Juppé. Alors, si vous mais la France n'était pas en faillite, Catherine. Non, mais la France, elle est au bord de gouffre. Je veux dire, en tous les cas, Alain Juppé avait augmenté tous les impôts, dont déplafonné, il faut le rappeler, que l'ISF, et ça lui avait valu beaucoup d'ennuis. Bon. Mais non, mais je veux dire, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, il y a 39 ministres, parce que c'est une coalition. C'est une coalition et qu'il faut, pour tout le monde, vous pensez bien que Michel Barnier, il connaît les RPR, il connaît personne chez la Renaissance. Enfin, Renaissance s'appelle maintenant EPR. Donc évidemment, on lui a fait des propositions, des suggestions. Il a choisi, mais pas vraiment choisi, parce qu'il a choisi des gens qu'il ne connaissait pas. D'ailleurs, des gens que personne ne connaît et qui seront certains, on en connaîtra certains, et d'autres qu'on ne connaîtra pas. Mais dans chaque gouvernement, il y a des gens qui arrivent et qui partent et qu'on
Tiens. ne les reconnaît pas dans leur... Éric Revel, alors, c'est pas un gouvernement pour sur ce que fixer disent un les cap Français politique. aussi. Hein. Oui, j'y reviens, mais c'est pas un gouvernement pour fixer un cap politique, c'est un gouvernement pour tenter de résister le plus longtemps possible à une censure à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir. Sur ce que disent les Français, c'est très bien résumé. Ouais. Inflation, pouvoir d'achat, sécurité. Vous savez, vu l'état des finances publiques françaises, 39 ministres, c'est pas ça qui fait malheureusement peser. Non mais c'est très symbolique, vous avez raison. Ah, la force de l'exemple. Ce qu'on veut, c'est savoir quelle efficacité va avoir ce gouvernement. Il pourra entreprendre une réforme. Il n'y a pas des doublons en plus. Attendez, si. Bah oui. Attendez juste, ce que veulent les Français, c'est voir s'il aura une efficacité. Mais je vous donne mon billet pour les raisons qu'on évoquait à l'instant et que Catherine Ney évoquait très bien. C'est comme c'est pas un gouvernement de projet politique, de toute façon, il n'y aura aucune réforme. Il n'y aura aucune réforme. Donc en fait, on ne va pas réduire la dépense publique. C'est encourageant ce que vous dites, Eric. C'est très encourageant. On ne pourra qu'augmenter les impôts, c'est tout. Enfin, oui, tout le monde le sait. Oui. Juste parce qu'il faut quand même faire rire tout le monde. Non mais. Alors faites-nous rire. Allez, c'est le quart d'heure, Éric Revel. Michel Barnier, qui avec un ton ferme explique que la situation budgétaire de la France est très grave. Et vous avez le nouveau ministre des Finances, Antoine Armand, qui explique devant un Bruno Le Maire, j'imagine ravi, qu'il est très heureux d'hériter du bilan de Bruno Le Maire. Mais attendez, ça fait rire personne, je vois bien. Mais non, vous faites un bide, Eric, vous faites un bide total. Vous rendez compte en tous les cas, pas le Premier ministre, parce qu'il s'est exprimé sans lui demander son avis. Il a appris, voilà. Et là, je crois qu'il s'est pas mal. Ah, vous parlez de l'interview au journal du dimanche. Excellent journal du dimanche. Joli coup. Oui, parce que... André Valigny, qu'est-ce que vous pensez de ces échanges? Oui. Moi, je pense que des réformes structurelles, des grandes réformes de fond, par définition impopulaires, ne sont possibles qu'en cas de changement de majorité. Je suis d'accord. Après des législatives, qui suivent une présidentielle ou pas d'ailleurs. En 81, la décentralisation, elle a eu lieu après la victoire de Mitterrand. Les grandes réformes, je le répète, ne sont pas possibles au long cours, encore moins avec un gouvernement aussi faible, avec une assise à l'Assemblée nationale aussi fragile. D'ailleurs, il n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Donc je crains qu'Éric ait raison et que le gouvernement se contente, s'il y arrive, de faire voter son budget et ensuite de gouverner au fil de l'eau. Enfin, ça arrive aussi lorsqu'il y a cohabitation. Joseph Massescaron. Entre 86 et 88, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien eu. Changement de majorité. Oui, changement de majorité. Oui, mais il y avait une majorité. Il y avait une majorité, Joseph. Là, il n'y en a pas. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien eu. Louis Dragnel qui réclame la parole. Difficile. Non, je la réclame. Je suis en tour de Pareil en 93. Qui piaffe. Vous êtes bien placé, cher Eric. Allez, Louis, allez-y. Non, mais quand vous êtes faible comme ça, comme Michel Barnier, vous ne pouvez pas choisir votre gouvernement. Alors, il y en a 39, mais s'ils étaient 15, aujourd'hui, il n'y aurait toujours pas de gouvernement, parce qu'à 15, il n'est pas capable d'avancer et de former un semblant de coalition. Très bien. Va pour 39, le seul on n'a pas le c'est choix. simplement de sortir de la période d'arrêt total de la vie politique, et donc d'essayer de créer un semblant de quelque chose. Ensuite, ce gouvernement tiendra pas, sera renversé. Moi, je trouve que c'est assez démago de simplement s'arrêter sur le chiffre 39. Les Français, ce qu'ils demandent... Alors si c'est démago, où est-ce qu'ils vont faire des coupes dans les dépenses publiques? Allez, donnez-moi un point de coupe dans les dépenses publiques. Non, mais j'aime bien quand on nous dit qu'on est... Lesquelles? Comment? Lesquelles? Vous n'êtes pas au gouvernement, Louis Dragnel. Non, je ne suis pas au gouvernement. Mais donnez-moi une piste d'économie qui a été évoquée. C'est le conditionnement d'un certain nombre d'allocations. Il y a plein de choses. La lutte contre la fraude sociale, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut faire même simplement en luttant contre ceux qui abusent, avec les cartes vitales surnuméraires. On est à 3 000 milliards de dettes. Non, mais je sais bien. On doit trouver 20 milliards d'économies. D'accord, mais ça, c'est on n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Politique. Oui, mais il y a simplement juste une dernière chose, sérieux. Laurence. Les gens qui s'attendent à ce qu'il y ait des grandes réformes, et je rejoins ce que disait Éric Revel, il n'y aura rien du tout. Parce que, non mais il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Allez, Catherine Ney, messieurs, Madame Ney parle. Ils sont condamnés à faire à avancer tout doucement. Au fil de l'eau. Catherine Ney. Non, mais on l'a vu hier soir, il est calme, il dit qu'il veut, gouverner dans la concorde, la cohésion. C'est vrai qu'il avait envie d'avoir des gens en lesquels il a confiance, qui ne parleront pas trop. Pas d'esbrouf, l'aurait-il dit. Bon, il a aussi averti les Français qu'il ne serait pas candidat, lui, en 2000, dans 2 ans, dans 3 ans. Bon. On verra. Non, je veux dire là que s'il il le dit plusieurs fois. Il le dit plusieurs fois. Non. Il l'a dit hier. Mais je veux vous dire, ce qui est incroyable, il arrive et on voit qu'il marche. On ne sait pas si c'est un tapis de peau de banane ou de bon, parce que ça éclate de partout. Et tout le monde s'y met, médias y compris, que quoi qu'il fasse, il va rater. Voilà. Et moi, ça me rappelle quand le général de Gaulle, trouvait que les médias étaient, en général, le média c'était le Monde, et il s'en prenait à Hubert Beuve-Méry, le patron, pour dire c'est monsieur, faut que ça rate. Tout ce que je fais, ça doit rater.
Mais on a l'impression, je ne sais pas s'il fera un peu ou beaucoup, mais déjà à peine, déjà on dit veut en faire un peu, mais ça va rater. Il faut lui donner, il faut voir. Il faut attendre. On se retrouve dans un mois. On va dire, est-ce que vraiment il a tout raté? Est-ce que son discours de politique générale, c'est vraiment raté? Comment? C'est un rendez-vous. Vous avez raison voir, Catherine, de tenser les journalistes. L'équation, pour l'instant, numérique, elle est très compliquée. Et on a du mal à voir comment on peut lancer des nouveaux projets. Et comme disait André Valigny, c'est des choses plutôt de début de quinquennat, de début de mandat. 18h32, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Isabelle Piboulot. Isabelle.